Merci Stéphanie, bonsoir à tous. Nous allons en effet passer au deuxième trophée de cette soirée. Et je suis ravie d'accueillir pour le remettre Ulrike De Cohen, directrice de la communication de la marque et du développement durable du groupe AXA. Bonsoir Ulrike, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, nous avons, pour un peu rythmer cette soirée, demandé à chacun de réfléchir à un mot-clé, un verbe qui, pour vous, a vraiment un sens autour de l'impact. Alors, quel est le verbe que vous avez choisi ? Alors, il y en a beaucoup sur lesquels on pourrait se retrouver, mais on a choisi le verbe vivre, voilà. Parce qu'il entretient avec ce qui est notre cœur de métier, que sont les risques, une relation évidemment extrêmement intéressante, fructueuse, aussi un peu conflictuelle. Et quelque part, notre mission, ce qui rassemble un peu tous nos collaborateurs et tous nos partenaires aujourd'hui, c'est vraiment d'être aux côtés de nos clients dans les épreuves de la vie, mais aussi dans le développement de leurs projets, malgré un panorama de risques dont on voit bien qu'il se complexifie, qu'il devient plus imprévisible. Et quelque part pour nous, c'est vraiment aussi l'occasion de faire la preuve de notre valeur ajoutée, de notre contribution auprès de nos clients. Alors sur ce panorama de risque, justement, je vous propose qu'on regarde un petit film qui, je crois, est un condensé, un résumé d'un grand film que vous avez fait, mais je pense qu'on voit bien le paysage dans lequel on est actuellement. L'année dernière, 20% des PME ont subi une cyberattaque. C'est une maison presque coupée du monde, isolée par la montée des eaux de la M, près de Calais. Poutine utilise désormais aussi l'arme alimentaire dans sa guerre contre l'Ukraine, une décision qui va aggraver encore la crise alimentaire mondiale. Vous avez déjà pris des risques dans votre vie, vous ? Oui, j'ai pris des risques. J'aime bien le risque, je trouve que ça met du piment dans la vie. La vie est faite de risques. Vous traversez la rue, vous prenez un risque. Pour 60 à 70% de la population française, c'était mieux avant. Quelques consignes à respecter. Évitez tout déplacement. On est en alerte rouge depuis à peu près une vingtaine de minutes. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on va avoir des risques majeurs, c'est quand. Donc, vu qu'on sait que ça va arriver un jour, on essaie de s'y préparer de la meilleure des manières. Les catastrophes naturelles sont toujours des moments très difficiles pour tout le monde parce que tout d'un coup, beaucoup de gens sont touchés. Ce qui est très important, c'est de préparer les esprits, de préparer les personnes, mais bien en amont de la catastrophe. Tout est détruit et c'est toujours un moment très très difficile. Ce sont des cibles de choix pour les pirates du numérique, les hôpitaux. Quand il y a une cyberattaque, ça paralyse complètement tous les services de l'hôpital. En fait, on est dans une course contre la montre face à une menace qui en plus est évolutive et intelligente. Le risque cyber, il peut toucher une entreprise, il peut toucher un État et il peut vous toucher individuellement. On voit bien que les attaques, elles viennent de l'extérieur. Alerte ! Alerte ! Alerte ! Effectivement, des crises génèrent d'autres crises, ça c'est malheureusement le quotidien. On tire, alors engage. Dans un moment où, je dirais, la société du risque, pour reprendre la formule d'Ulrich Beck, est de plus en plus présente. Il faut essayer de comprendre quelles sont les interdépendances pour mieux gérer. Et c'est ça qui crée cette complexité dans cette nouvelle ère de polycrise. Tous les acteurs devront être impliqués. Les entreprises, les collectivités territoriales, évidemment, au niveau européen. Je suis confiante sur notre capacité de le faire, mais il va falloir qu'on accélère. Vivre avec son risque, c'est notre lot à tous. C'est assez effrayant quand on voit ce film. C'est un peu notre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour limiter les risques ? Alors, c'est un peu l'objectif de ce documentaire qu'on a coproduit avec Alexandre Darmon, c'est de montrer effectivement de porter un regard lucide sur un panorama de risques plus complexe, plus systémique, plus interconnecté, mais de montrer justement l'émergence de solutions et de nouvelles façons de les appréhender. Donc, dans le film, on voit effectivement un maire très actif dans la préparation de sa commune au risque d'inondation. On voit un directeur d'hôpital qui tire les leçons d'une cyberattaque
qui a effectivement causé des interruptions potentiellement graves à ses patients, et à quel point ça change les habitudes de l'ensemble des acteurs. Et puis effectivement, comment l'armée aussi est un acteur qui anticipe les crises et qui peut aider à apprendre de cette culture-là, de se protéger et de prévention. Et donc nous, c'est un peu l'équilibre du message qu'on porte aujourd'hui, c'est à la fois sensibiliser, mais bien sûr pas du tout avec un objectif de rendre, de créer de la peur ou de l'anxiété, puisqu'on voit monter le sentiment de vulnérabilité, mais aussi d'attirer l'attention sur le changement des réflexes et l'importance de la prévention et surtout de la collaboration entre acteurs publics, privés, entreprises, citoyens. Donc c'est un changement culturel qu'il faut impulser, et c'est le but de documentaires comme celui-ci, ou alors des études que nous publions chaque année. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est aussi la façon dont on est en train de vivre la transformation de notre métier. Je voudrais saluer, on a beaucoup de collègues issus de la direction des risques, justement d'AXA, et qui aujourd'hui étudient effectivement des risques qui sont pas encore du tout documentés comme tous les risques qu'on connaît. Et donc on doit être beaucoup plus actif sur la façon de les anticiper, de les connaître, et aussi de partager cette expertise pour que les différents acteurs puissent prendre des mesures afin qu'on vive tous dans une société sereine et qui donne envie de vivre malgré cet univers de risque qui s'est quand même beaucoup transformé ces dernières années. C'est votre engagement. Alors la transition est facile. Je vous propose qu'on regarde quels sont les nommés pour le prix de l'engagé de l'année 2024. Alors, Arnaud Bayle, Nicolas Drizard et Thomas Pérez-Blanquez, cofondateurs de Clinéo. Alors, Clinéo, c'est une start-up de santé qui recense les essais cliniques ouverts en France. Alexandre Dachary et Adrien Nougaret, fondateurs de The Event. The Event, c'est un événement caritatif de streamers qui a levé quelques 10 millions d'euros cette année. Et Théo Sclubla, cofondateur de Each One. Alors Each One, c'est une solution de recrutement et de formation à destination des réfugiés et des immigrés arrivés récemment en France. Ulrike, je vous laisse annoncer le nom du lauréat qui va aussi s'afficher. Voilà. Alors le ou les lauréats seront les cofondateurs de Clinéo, Arnaud Bayle, Nicolas Drizard et Thomas Pérez-Blanc. J'espère que j'ai bien prononcé. Bravo à eux. Félicitations à tous les deux. Merci d'être là ce soir. Alors, peut-être un mot. J'ai dit rapidement que Clinéo mettait en lien les médecins et les patients autour d'essais cliniques. Concrètement, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que le lien est compliqué? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que pour donner un peu de contexte, aujourd'hui, il y a moins de 5% des patients atteints de cancer qui bénéficient d'essais cliniques en France, alors que 70% se disent prêts à le faire si on leur proposait. Les essais cliniques aussi, pour simplifier, c'est le moment où on va valider un nouveau médicament, s'il est efficace ou pas. Et donc, dans un domaine comme le cancer, c'est vraiment très important pour faire avancer la science. Et les patients atteints de cancer sont très preneurs de ces nouveaux médicaments. Aujourd'hui, l'information n'est pas disponible facilement. On ne sait pas où sont ces essais cliniques, dans quels hôpitaux, et si, en tant que patient, on est éligible ou pas. Et donc, notre plateforme, concrètement, ça va être un moteur de recherche spécialisé dans les essais cliniques. Donc, en tant que patient ou en tant qu'oncologue, on va rentrer les caractéristiques médicales et on va avoir un algorithme qui va matcher avec les essais cliniques les plus pertinents. Et ensuite, on va permettre de mettre en relation le patient avec les responsables de ces essais cliniques. Techniquement, c'est une app, ça marche avec de l'intelligence artificielle. C'est quoi comment ça marche? Oui, exactement. Donc c'est une application où un médecin ou un patient peut se créer un compte, se connecter et donc avoir accès au moteur de recherche. Attendez, tout le monde riait, on va regarder quand même un peu. C'est dur. Et donc je disais, ça se présente sous forme d'application. Et pour le patient ou le médecin, donc on renseigne les critères du patient afin d'identifier s'il y a un essai clinique pertinent pour ce patient. Et donc derrière, effectivement, il y a des algorithmes à la fois pour le matching, mais aussi pour structurer toute l'information qui est derrière, parce que la grosse complexité, c'est la complexité de l'information à rendre accessible. Donc c'est là où il y a beaucoup d'intelligence derrière.
Bah écoutez, bravo, je pense qu'on peut encore vous applaudir. Merci beaucoup. Et on va, si vous tendez vos micros, si Ulrike veut bien, je vous propose de vous mettre bien au milieu. Ulrike, avancez, je crois que le photo, voilà, petite photo commémorative. Merci beaucoup, bravo à tous les deux. Je vous laisse rejoindre. Merci Ulrike.